Madame, Monsieur, bienvenue. Vous êtes sur Gabon 24 et c'est l'heure de votre débat du 12-15. Nous continuons aujourd'hui avec l'éducation et pour parler des manuels scolaires et surtout de leur contenu au moment où le Gabon insiste sur le renforcement des piliers de sa souveraineté. Et pour échanger autour de cette problématique, je reçois Louis-Philippe Mbadinga, rédacteur en chef et spécialiste des questions politiques et de société, bien évidemment. Et avec lui, M. Adrien Monet-Yinko, psychologue et conseiller d'orientation. Bienvenue à vous, messieurs, sur le plateau de Gabon 24. Merci. Merci. Alors, directement avec vous, monsieur le conseiller d'orientation et surtout psychologue, pour ouvrir cet échange, on parle de manuel scolaire. Quelle est la place d'un manuel scolaire dans la vie d'un élève, dans la vie d'une société et surtout d'une nation en construction comme le Gabon? Lorsqu'on parle de manuel scolaire, vous parlez de vie de l'élève, on dira que le manuel scolaire occupe une place assez particulière, que nous ne qualifierons peut-être pas de centrale, mais assez particulière dans la vie de l'élève. Parce que le manuel est un outil, nous pouvons le définir comme étant un livre ou un support pédagogique qui a pour but justement d'emmener, d'accompagner l'apprenant dans le processus d'enseignement et d'apprentissage en le mettant au contact des éléments essentiels d'une discipline particulière. Alors, vous refusez que le manuel occupe une place centrale de l'élève? Dites-nous-en un peu plus à ce sujet. Ben, centrale, je disais qu'une place importante, pour moi, le manuel occupe une place importante, mais je ne qualifierais pas cette place de centrale dans la mesure où, à côté du manuel, il y a il y a le groupe d'éducateurs, il y a les enseignants, il y a les professeurs, et il y a toute une administration qui tourne autour. C'est que le manuel en lui-même, j'ai envie de dire, n'est pas central au processus d'enseignement ou d'apprentissage chez l'élève. Donc en cela, je pense que le manuel ne pourrait pas être défini comme un élément, comme l'élément central dans le processus d'apprentissage chez l'élève. Alors, Louis-Philippe Mbadinga, on a eu des manuels qui ont marqué leur temps. On a eu certaines collections. Je n'étais certainement pas de l'époque de Mamadou et Benita, mais j'ai connu Piga et Bika, j'ai connu Rémi et Fatih, aujourd'hui super efficaces. Pourquoi les manuels doivent-ils évoluer? Oui, mais j'ai envie de dire qu'un manuel scolaire est d'abord un support didactique. Et comme l'a dit Adrien Monet, le dépositaire du savoir, c'est d'abord une personne. Et nous appartenons donc à des sociétés avant tout de l'oralité. Et donc le savoir était transmis dans nos sociétés oralement. Et d'ailleurs, même quand on remonte à l'Antiquité égyptienne, les Grecs, les Romains qui venaient apprendre en Égypte apprenaient oralement. Et parce que dans l'Égypte antique, les livres étaient sacrés et ils étaient, j'ai envie de dire, possédés principalement par des scribes, etc. Et donc, pour revenir à la question, oui, le manuel doit s'adapter parce qu'il est porteur d'abord des connaissances de son temps. Voilà, donc nous, quand nous étions à l'école primaire, nous avions déjà pour le livre de lecture, c'était Denis et Founé. Quand on arrive en CP, voilà, et ensuite, quand on arrive en CE, là, on a des inspecteurs pédagogiques, notamment Jean-Martin Zamba et Frédéric Meyobiban qui ont écrit tous deux, je pense, notre livre de géographie à l'école primaire et le livre d'histoire. Et donc, le support didactique, justement, doit s'adapter à son temps parce que la science en elle-même, déjà,
elle évolue, les connaissances évoluent. Et donc, en fonction de l'évolution des connaissances, il doit y avoir des supports didactiques adaptés. Alors, on parle aujourd'hui de la volonté des autorités de renforcer les piliers de la souveraineté. Et lorsqu'on parle des manuels scolaires, on se rend compte que ces manuels sont en français, en langue française. Ça veut dire que les connaissances que ces manuels contiennent sont transmises à travers la langue française. Et la question est de savoir si ces manuels devraient davantage faire place aux langues nationales. Pour ce qui est de moi, il faudrait dire que le français étant la langue officielle au Gabon, ça ne pose pas de souci, ça ne pose pas de problème que les enseignements et que les manuels soient en langue française. Lorsque le Gabon décidera d'ériger ou d'ériger certaines langues en langue nationale ou en langue officielle, à partir de ce moment, le problème, il pourra se poser, mais pour le moment, le français étant la langue nationale, ou je m'abuse, la langue officielle du Gabon, la question du manuel en français ne se pose pas. Est-ce qu'on ne passe pas à côté de quelque chose d'assez intéressant lorsqu'on regarde la richesse ethno-linguistique gabonaise et que on n'est même pas, on ne soit pas vers une posture, vers une approche bilingue pour au moins, à côté du français, à côté de la langue française, adjoindre une langue gabonaise? Comment est-ce qu'on traduit toute cette beauté et toute cette richesse gabonaise à travers la langue française? Ah oui, cette question me fait sourire parce que j'ai en mémoire un de mes camarades à l'université, je pense à Amour Bellinga, qui dans une vidéo qui était devenue virale sur les réseaux sociaux, je pense, enseignait dans une classe dans l'Ouellentem, donc dans le nord du Gabon, enfant. Et en fait, dans ce contexte-là, on comprend bien que la langue locale soit utilisée pour faire comprendre aux élèves ce qu'ils ont à comprendre, quand bien même on peut comprendre aussi cette posture qui amène en réalité à questionner l'importance de nos langues dans l'enseignement. Mais d'un point de vue strictement pratique, il serait difficile de pouvoir implémenter cette manière de faire parce que le pays a beaucoup évolué, donc les populations locales ne sont plus localisées seulement dans leur, j'ai envie de dire, espace de vie, on va dire, quasi originel. Voilà, et donc les populations bougent, il y a une dynamique qui fait qu'aujourd'hui on a des classes bigarrées avec des élèves qui ne parlent pas toujours la même langue, et donc le français est devenu, j'ai envie de dire, le principal véhicule que nous utilisons pour pouvoir acquérir les connaissances. Alors, Adrien Monneilly, vous êtes psychologue et votre fonction est assez intéressante sur ce plateau. Au moment où on parle depuis que le pays était dans la transition, on a connu le Comité pour la transition et la restauration des institutions, dont la première, quand on parle d'institutions, est la famille. Et quelle est la place, justement, que les manuels scolaires devraient faire à l'instruction civique quand on revient en force sur, justement, la souveraineté, le patriotisme et toutes ces valeurs républicaines? Moi, je pense que lorsqu'on parle de manuel scolaire, il faudrait peut-être revenir à l'origine du manuel scolaire. Parce que le manuel scolaire n'est qu'un véhicule. Le manuel scolaire n'est qu'un chaînon, justement, des politiques éducatives pour lesquelles le Gabon s'est engagé. Parce qu'en amont des manuels scolaires, nous avons les politiques telles que définies par le pouvoir, par le gouvernement. Et juste en dessous des politiques définies par le gouvernement, nous avons
les programmes, au fond, les programmes scolaires que nous appelons également les curricula, qui ne sont qu'une manifestation, technique ou harmonieuse, mise en lettres par les spécialistes de l'éducation pour rendre possible justement les politiques telles que définies par les gouvernements. Et seulement après ces programmes, ces curricula, nous avons justement les manuels et les enseignants. Donc, les manuels sont pratiquement assujettis aux curricula, qui, eux, le sont à leur tour aux politiques définies par le gouvernement. Donc, les manuels ne sont pas libres, ou du moins les éditeurs des manuels ne sont pas libres d'y mettre ce qu'ils veulent. Ils sont tenus de se conformer, les éditeurs de manuels sont tenus de se conformer justement au programme tel que défini ou arrêté par les institutions spécialisées. Et ici, au Gabon, l'institution spécialisée justement dans la création des programmes scolaires, c'est l'Institut pédagogique national, l'IPN. Donc, tout découle justement d'un certain nombre d'éléments dont il faudrait prendre en compte pour justement insérer à l'intérieur des manuels un certain nombre de choses, un certain nombre de politiques, un certain nombre de connaissances ou un certain nombre de savoir-faire qu'on voudrait véhiculer ou qu'on voudrait se voir matérialiser dans la formation des apprenants. Alors, lorsqu'on parle de politique, Louis-Philippe Badinga, vous êtes bien placé pour nous en dire davantage. Lors de la campagne 2024-2025 conduite par Madame le ministre de l'Éducation nationale à travers la distribution des nouveaux manuels scolaires de la collection super efficace, cette dernière se réjouissait du fait que non seulement ces manuels scolaires sont made in Gabon, mais aussi et surtout que ces manuels, disait-elle, vont davantage rapprocher les élèves de leur pays, en ce sens que le contenu de ces manuels retrace l'histoire, la culture et j'en passe. Oui, effectivement, à l'entame de mon propos déjà, je disais que nous avions à l'école primaire étudié avec des manuels qui, en réalité, nous plaçaient dans l'imaginaire généralement des pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, quand ce n'était pas le Mali, c'était le Sénégal, donc avec le Denis Efouné que j'ai étudié, Ali et Rémi, et ainsi de suite. Et donc, il est intéressant effectivement de plonger l'élève, de plonger l'apprenant dans son univers, donc dans son imaginaire, pour qu'il puisse bien appréhender, j'ai envie de dire, les enseignements. C'est important. Et pour revenir donc aux politiques publiques en matière d'éducation, c'est là la véritable question. Qu'est-ce que nous devons mettre dans nos livres au moment où le débat sur les coefficients, l'harmonisation des coefficients enflamme la toile? Effectivement, il y a lieu de se poser la question également de savoir qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants et où est-ce que nous voulons aller avec les différents donc, curricula qui sont dans ces manuels scolaires. Là est toute la question, parce que en réalité, nous avons fait l'école à une époque où nous devrions apprendre un certain nombre de choses qui certes, j'ai envie de dire, ont fait notre culture générale, mais en réalité, d'un point de vue strictement pratique, il y a des Américains qui ne connaissent pas le Gabon, il y a des Américains qui ne connaissent même pas l'Afrique, mais j'ai envie de dire, qui participent bien au développement de leur pays. Je ne suis pas en train d'appeler à l'obscurantisme, mais en réalité, avant de connaître le monde, il faut d'abord se connaître soi-même. Alors, est-ce que la volonté politique ne devrait donc pas être traduite un tout petit peu en acte à travers les manuels scolaires? Je parle là de volonté politique pour que finalement le Gabon ne subisse pas la mondialisation à travers l'uniformisation des contenus venus de l'extérieur. Lui, Philippe Badinga, faisait état tout à l'heure des noms, on n'est pas xénophobe, mais des noms venus d'une autre partie de l'Afrique. N'est-ce pas un moyen, n'est-ce pas un outil justement pour les politiques, un levier même
pour les politiques de renforcer ce que j'appelle sur ce plateau depuis l'entame les piliers de la souveraineté. L'éducation en fait partie. Mais il faudrait peut-être revenir sur le principe que l'éducation, comme certains secteurs, est un domaine de souveraineté. L'éducation décide du citoyen qu'un État veut construire. À partir de ce moment, est-ce qu'on pourrait dire une petite implication de la volonté politique? Non, c'est une grosse implication politique parce que l'éducation est d'abord une volonté politique. Donc, une fois que les gouvernants, une fois que le gouvernement a défini le genre de citoyen qu'il voudrait former et pour quel environnement et pourquoi, à partir de ce moment, les manuels n'ont pas le choix. Je vous disais tout à l'heure que les manuels sont des outils, un peu comme une pelle. Une pelle, on en fait ce qu'on décide de faire parce qu'on veut atteindre des objectifs. Les manuels, c'est pareil. Les manuels ne définissent rien qui n'ait été adopté ou qui n'ait été décidé en amont. Et en amont des manuels, il y a la volonté politique, il y a les positionnements politiques. Et ce sont ces positionnements, ce sont ces choix politiques qui définiront le contenu des programmes et par ricochet, le contenu des manuels. Mais est-ce qu'on pourrait parler d'éducation sans politique? Non, l'éducation est intimement liée à la politique et nous avons la possibilité de le voir au quotidien. C'est toute décision politique ou toute décision éducative a un impact sur la vie d'un pays. Donc, le Gabon ne saurait, comme vous le disiez, comme vous l'appréhendez, ne pourrait se mettre en marge et puis après, le Gabon n'évolue pas en vase clos. C'est-à-dire qu'on n'arrivera peut-être jamais, et c'est l'objectif, à une uniformisation des politiques éducatives au niveau, que ce soit au niveau international, régional ou sous-régional, mais à ces différents niveaux, on a un certain nombre de standards pour lesquels nous n'avons pas le choix que de nous conformer, et d'autant plus qu'aujourd'hui, on parle de mondialisation. Le Gabon ne saurait donc se retirer et vivre et avoir un système éducatif en vase clos de ce qui se fait ailleurs. Louis-Philippe? Oui, en réalité, effectivement, c'est cela la question. C'est-à-dire que dans l'apprentissage, premièrement, on doit se connaître soi-même. Donc, on doit pouvoir apprendre des choses, j'ai envie de dire, qui nous concernent premièrement, des choses de notre environnement, des connaissances, j'ai envie de dire, ancestrales, des connaissances africaines, parce que très souvent, il y a un biais cognitif qui tend à faire croire que l'Afrique n'est pas dépositaire de connaissances en matière de sciences. Non. Et donc, premièrement, il faut se connaître soi-même. Ensuite, il faut découvrir les autres. C'est-à-dire que les manuels que nous avons eus, nous, à l'école primaire et même au lycée, qui nous ont fait connaître donc l'Afrique de l'Ouest principalement, sont toujours les bienvenus parce que dans l'apprentissage, effectivement, on se découvre soi-même, on découvre l'autre et puis on va plus loin. Et j'ai envie de dire, Adrien Monéi parlait donc, de la question de la souveraineté. Oui, il y a un peu plus de 2 semaines déjà, nous célébrions les indépendances africaines et donc l'indépendance du Gabon. Et la question donc de l'indépendance culturelle également se pose. C'est-à-dire que nous devons arrêter de consommer comme des entonnoirs, sinon comme des éponges, j'ai envie de dire, des contenus didactiques qui nous sont quasiment imposés par la puissance des maisons d'édition, notamment occidentales pour la plupart. Et donc nous devons nous construire véritablement ce qu'est notre éducation nationale avec des objectifs bien précis. Il y a des objectifs de développement économique, il y a des objectifs culturels. Et donc, d'un point de vue culturel, nos manuels didactiques doivent pouvoir également vendre notre culture parce que aujourd'hui, les jeunes Gabonais, comme beaucoup d'Africains, sont plutôt consommateurs de cultures qui viennent d'ailleurs.
Alors, au moment où justement cette influence venue d'ailleurs s'exerce sur la jeunesse et même la population de façon générale, lorsqu'on regarde le contenu des manuels aujourd'hui, est-ce que ces derniers préparent véritablement les Gabonais au métier de demain, si on peut le dire ainsi? Quand on regarde le contenu de nos manuels, est-ce qu'ils sont adaptés à l'évolution déjà scientifique et surtout aux offres du marché aujourd'hui et demain? Est-ce que nos manuels sont adaptés à ce qui se fait aujourd'hui? J'ai envie de dire oui, nos manuels sont quasi adaptés à ce qui se fait aujourd'hui. Il suffit pour ceux qui ont appris à une certaine époque de regarder les manuels d'aujourd'hui et de regarder le contenu de ces manuels. Je m'amusais à regarder, je m'amuse souvent à regarder les manuels de mathématiques de mon fils. Lorsque j'ai regardé par exemple le programme de 6e, je me suis senti largué. Largué pourquoi? Largué par rapport à ce que nous avons appris en 6e. Ou j'ai même envie de revenir plus tôt. À l'école primaire. À l'école primaire. À l'école primaire, on fait les nombres négatifs. À mon époque, lorsqu'on posait une opération, par exemple, 3 moins 5, la réponse était « c'est impossible ». Aujourd'hui, un enfant... La petite phrase « cela ne se peut pas ». Ben voilà. Aujourd'hui, un enfant de 5e année est capable de vous dire que 3 moins 5 est égal à moins 2. Donc, si on se base sur ces contenus, on ne pourrait nier justement l'avancée ou la mise à niveau des contenus de nos manuels. Et après, il faut dire que, je vous ai dit tout à l'heure que l'IPN était l'organe national qui veillait à la fabrication, à la mise sur pied des programmes d'enseignement. Et il faut dire que l'IPN, après un certain temps, sous l'impulsion de son ministère de tutelle, donc l'Éducation nationale, revoit régulièrement les programmes par rapport justement aux objectifs, par rapport aux politiques définies par le gouvernement. Et il ne vous est pas étranger que depuis un certain temps, depuis je pense 2 ans, l'année dernière, on parle de l'approche par les compétences au niveau du secondaire. Donc, justement, ce repositionnement de l'enseignement ou des programmes dans le secondaire obéit justement à un certain nombre de besoins exprimés par le gouvernement. Alors, Louis-Philippe, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Justement, cette adaptation, on voit la rapidité avec laquelle le monde évolue aujourd'hui. Si le Gabon, qui est en construction et qui s'ouvre au monde petit à petit, est-ce que le Gabon ne doit pas faire en sorte que cette adaptation soit plus ou moins rationnelle? Ça veut dire qu'on s'adapte à ce qui se fait ailleurs, mais sans détourner du regard ce que nous sommes en train de construire chez nous. Oui, c'est important. Et surtout ce que nous sommes. Oui, c'est important de s'adapter. Et c'est aussi important de garder son identité. Il suffit de voir des pays comme la Chine. La Chine, aujourd'hui, n'évolue pas en vase clos, mais pourtant la Chine a son Internet. Voilà, la Chine n'est pas, j'ai envie de dire, sous la domination des GAFAM américains. La Chine a ses propres réseaux sociaux. Et puisqu'on parle donc d'adaptation, oui, effectivement, il faut s'adapter, mais il faut aussi conserver son identité. Occasion de dire que au moment où on parle donc des manuels didactiques, il faut également les adapter à leur temps. Pour parler de manuels numériques, parce que le livre numérique aussi, ça existe, et que les jeunes Gabonais, comme de nombreux jeunes dans le monde aujourd'hui, ont la possibilité donc de naviguer à partir de leur téléphone ou d'un ordinateur. Et donc, il faut également faire la promotion, voilà, des manuels didactiques numériques. Alors, votre dernière prise de parole, hein, comme je le disais, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous êtes conseiller d'orientation, psychologue de formation. Pour finir pour clore, veux-je dire, ce plateau, finalement, est-ce que l'Institut national pédagogique
l'Institut pédagogique national, j'ai fait l'inverse, Oui. a toutes les cartes en main, vous l'avez déjà dit, mais je reviens là-dessus, est-ce qu'on ne devrait pas donner davantage de pouvoir, de puissance à cet outil pour que finalement les manuels scolaires soient véritablement le reflet de la société gabonaise? Ben, comme vous le dites, l'IPN, l'Institut pédagogique national, occupe, là j'utiliserai le mot central. L'IPN occupe une place centrale dans le processus d'apprentissage, enseignement au Gabon. Dans la mesure où les programmes utilisés, aussi bien dans l'enseignement primaire que secondaire, sont produits au sein de cette institution. À ce niveau, cette institution, justement, mérite un regard particulier, justement, de la part des autorités. Regard particulier, justement, pour redynamiser cet institut à plusieurs niveaux. Aussi bien au niveau ressources humaines qu'au niveau ressources matérielles et même de formation. Parce que pour produire des programmes, pour produire des manuels, les personnes, les professionnels qui sont rompus à cette tâche ont besoin d'un certain nombre d'éléments. Éléments aussi bien techniques que pédagogiques. Et ces éléments ne pourraient s'acquérir que par la formation et également par la mise à disposition d'un certain nombre de ressources financières qui permettraient justement un certain nombre de choses d'être faites. Donc, on ne pourrait au Gabon parler d'éducation, parler de programmes, parler de manuels, sans avoir un œil particulier justement sur cet institut qui a une place de choix dans tout le processus de formation et d'apprentissage, aussi bien au primaire qu'au secondaire en République gabonaise. Merci à vous, Adrien Moine-Yinko. Vous êtes psychologue et conseiller. Vous êtes psychologue, autant pour moi, et conseiller d'orientation. Certainement que nous aurons une occasion pour revenir certainement sur cet outil important qu'est l'IPN. Parce que, au regard de tout ce que vous mettiez en surface tout à l'heure, il est question, il est normal, il est même nécessaire qu'on s'intéresse davantage à la gouvernance et à l'efficacité de l'IPN. À vous aussi, Philippe Mbadiga, merci d'être revenu sur le plateau de Gabon 24 au cours de cet échange sur justement les manuels scolaires et surtout leur contenu. Merci. À vous aussi, madame, monsieur, merci de nous avoir regardés. C'est tout pour votre débat du 12-15 d'aujourd'hui.